c'est Isa qui demande ça. Si le futur est déjà réalisé dans la matière, est-il possible que certaines pathologies ou certaines pandémies, pour lesquelles il n'existe pas de traitement actuellement, soient la conséquence d'une cause qui appartient au futur? Et si oui, y a-t-il des exemples dans notre civilisation? Ben ça, c'est la thèse de mon livre Le grand virage de l'humanité, où je dis que c'est parce que dans le futur, nous avons collectivement cheminé vers une nouvelle perspective autre que l'ancienne qui serait le transhumanisme, mais comme ce transhumanisme n'est plus possible parce que l'humain a commencé à s'éveiller, et il faut bien que quelque chose nous détache justement de cet élastique du transhumanisme, et c'est une synchronicité collective qui passe par l'émergence d'un virus. Ce qui n'est pas anticomplotiste, hein, parce que le complot lui-même peut faire partie de l'opération qui consiste à coincer finalement, à empêcher l'avènement du transhumanisme. Dans ce cas-là, on parle de complot raté. Et on est, depuis d'ailleurs la Covid, on n'est que dans des complots ratés, puisque toutes les manœuvres du projet de gouvernance mondiale pour nous emmener vers ces objectifs sont systématiquement, on les voit au grand jour, et elles sont absentes, elles sont monstrueuses. Donc c'est ce qu'on appelle la révélation. Alors au départ, la révélation de toutes les frayeurs associées, voilà, c'est l'apocalypse, hein. Donc on est dans les temps de l'Apocalypse. On est dans les temps de l'Apocalypse, oui, qui correspondent à la révélation de cette manipulation mondialiste effrayante dans un premier temps, qui correspond à toute la mythologie autour de l'Apocalypse, hein, et des cavaliers de l'Apocalypse, et de Satan et compagnie. Ça, c'est au niveau symbolique, ça correspond à tout ça. Et donc la réponse à la question, c'est oui. Tu vas encore passer pour un monstrueux complotiste. Moi? Ouais. Mais j'ai mon diplôme, hein. Tu as ton diplôme? Ouais, j'ai mon diplôme. Conspiracy Watch te l'a donné? C'est ça. Tu devrais l'arborer. Ouais. Distingué par Conspiracy Watch. Ouais. C'est un J'ai pas été complotiste là dans mes déclarations. J'ai un peu honte. J'aurais pu l'être un peu plus. Ah, t'aurais pu l'être. Ouais, quand même. Peut mieux faire, donc. Peut mieux faire. Mention passable. C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de l'ego. Donc la même personne, Isa, demande: l'ego a-t-il fait l'objet d'une étude en sciences psychiques? Et un physicien peut-il définir l'ego hors de la psychologie clinique? Sciences psychiques, ça existe, ça? Alors, si on veut définir l'ego en physique... Sciences physiques. En physique, je dirais que c'est tout ce qui nous amène à rester sur la voie chronos, c'est-à-dire le futur déjà réalisé. Oui. Et donc, c'est le mental, et donc c'est l'ego, c'est le mental gouverné par l'ego, effectivement. C'est-à-dire que le mental est une machine à nous adapter à la réalité telle qu'elle est, et non pas une réalité qui serait transformée, qui serait modifiée. Et c'est l'ego et le mental est au service de l'ego. Donc si on veut définir l'ego, c'est c'est la volonté de se conformer sans chercher à modifier la réalité. Et comment explique-t-on scientifiquement que l'ego s'annihile lorsque la conscience s'expanse? Y a-t-il un rapport de cause à effet? Immédiat, puisque l'expansion de la conscience t'ouvre au potentiel alternatif, elle t'ouvre aux bifurcations, elle t'ouvre aux synchronicités, elle t'ouvre au passage du kéros, elle t'ouvre à la possibilité que le futur suive une autre voie, y compris collectivement, que celle qui est considérée par tout le monde. J'ai bien répondu? Oui, ça va. Question très personnelle. Pourquoi as-tu été inspiré par les dialogues avec l'ange plutôt que par un cours en miracle? Parce que je ne l'ai pas lu, le cours en miracle. C'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais bon, j'ai lu. Ah bah non, là, c'est pas bien du tout. Mais plein de gens veulent que je le lise. Alors, qu'est-ce que t'attends?
Tiens, Si tu d'ailleurs, savais le nombre de bouquins qu'on m'envoie. attends, je t'ai amené le bouquin de Dune sur le temps sériel. Ouais, Tu me feras un résumé pour demain matin. d'accord. Donc, tu n'as pas lu. Bon, alors si tu n'as pas lu, eh ben, tant pis. As-tu une explication par la physique, nous demande Mallory, sur les applications et la dynamique des poltergeists? Alors, une explication, non, mais une voie, une piste, oui. Parce que donc les poltergeists, on voit que c'est lié probablement à une charge émotionnelle, souvent détenue par un enfant, une jeune fille, souvent. Et donc, on a l'impression que ça fait intervenir le lien entre la charge émotionnelle et l'espace-temps. Or, justement, ma théorie est basée sur l'idée que l'espace est construit par la conscience collective. Oui. Donc, chaque conscience individuelle a une part individuelle dans la création de l'espace lui-même. C'est-à-dire l'espace réel n'existe pas, l'espace est le produit de la conscience collective. L'émotion, et notamment plutôt les émotions, sont liées aux vibrations du vide de chaque conscience individuelle ou aux vibrations de l'espace collectif. D'accord ? Et donc, une forte charge émotionnelle correspondrait à d'importantes vibrations qui interviennent dans la construction de l'espace. Ce qui pourrait expliquer donc les phénomènes totalement incompréhensibles a priori qui ont lieu pendant les poltergeists. C'est-à-dire que la charge émotionnelle, mais certainement mentale, hein, le mental est toujours relié à l'émotionnel, en tout cas la charge émotionnelle vient perturber la création de l'espace collectif et il s'ensuit, c'est-à-dire que peut-être que la personne visualise quelque chose qu'elle ressent comme étant une réalité et sa charge émotionnelle liée à ça est tellement puissante que ça impose cette réalité dans la réalité. Mais de manière non dense. De manière non dense, ce qui explique pourquoi les poltergeists ne sont pas fondamentalement dangereux. De manière non dense, pourquoi non dense? Parce que c'est une création individuelle et non pas collective. Parce que la densité est due à la convergence de toutes les observations collectives, et donc c'est de manière non dense qu'une personne ayant une forte charge émotionnelle arrive à imposer sa réalité dans la réalité collective. Voilà la piste. Voilà ma piste pour expliquer le phénomène de poltergeist. Et est-ce qu'on pourrait envisager que les pans, les phénomènes aériens non expliqués, soient des poltergeists liés à un psy collectif? Non. C'est à envisager comme... oui, on peut l'envisager. Oui, la question était mal posée, je viens de la mais non, en fin de compte, non, parce qu'on voit bien que les pans sont des phénomènes qui sont intelligents, il y a du contrôle derrière, il y a de l'intentionnalité, il y a tout un tas de choses. Ah, il y a ça aussi dans les poltergeists, non? Ouais, mais on n'est pas face à des témoins en crise, on n'est pas face à un tiers ayant une crise qui modifie la structure de l'espace-temps. Non, c'est trop tiré par les cheveux. Eric, c'est pareil. Oui, mais il y a des courants, il y a toujours eu des courants en ufologie, hein. Il y en a deux principaux, en fait il y en a beaucoup, mais voilà, il y en a deux principaux. Un qui penche pour une origine endogène. Alors à partir de là, ça va un petit peu plus dans le sens de ta question, hein. Bien sûr, c'est peut-être 10% du milieu, mais voilà. Et après, tu as 80-90% qui penchent pour une origine exogène. Et alors là,
si on veut relier psy, PSI, hein, ces phénomènes psy, à l'hypothèse exogène, tu es obligé de faire un détour par l'ontologie, c'est-à-dire que cette intelligence qui a un niveau très élevé se sert de ce qui existe en soi dans l'univers, c'est-à-dire de la véritable structure de l'univers, d'où d'ailleurs l'ère de famille qu'il pourrait avoir entre ces phénomènes psy et certains phénomènes ovni. Oui, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Tu vois, il y a un air de famille, mais c'est pas nécessairement la même chose. Ouais, voilà. On peut tenir cette position, qui est une position moyenne et assez équilibrée. Après, il y en a qui sont dans les, il y en a qui penchent carrément pour ça. Ils sont minoritaires. Et puis il y en a d'autres qui, bon, ce que j'appelle moi les scientistes, eux ne voient que par la technologie. Et puis c'est la dernière lubie technologique qui fait la loi. Et puis on parle pas du reste. Là, c'est l'autre extrême. Ça, c'est l'autre extrême. Voilà. Ça, et ça a toujours été. Hein. Bon, justement, j'ai Anthony qui pose une question qui rejoint un peu ça. Concernant le phénomène UFO de manière générale, est-on, selon vous, face à une seule intelligence ou face à des intelligences d'origine diverses avec des intentions diverses, ou encore des intelligences diverses qui coordonnent leurs actions dans un même but? Ah, il y a un malin qui peut répondre à ça. Vaste question. Parce que c'est presque science-fictionnesque. On peut donner que son sentiment. Moi, mon sentiment, c'est pas, j'ai pas la science infuse. Mon sentiment, c'est qu'il y a des origines extrêmement diverses. Non seulement on peut envisager ce qu'on appelle des extraterrestres, mais c'est très naïf ce positionnement parce que moi, je pense que c'est sur le plan des âmes qu'il faut se positionner pour comprendre le phénomène. Donc il faut déjà se poser la question, serions-nous nous-mêmes des extraterrestres? Déjà, bon, première question. Mais on peut admettre, disons, une origine exogène multiplanétaire, c'est-à-dire que, étant donné que, contrairement à ce que pensent les physiciens mainstream, on va dire, qui disent que non, il y a un énorme problème à résoudre par le voyage du fait qu'il faudrait dépasser la vitesse de la lumière, etc. Ben oui, mais on peut parfaitement dépasser la vitesse de la lumière sans contredire la relativité. Quand tu passes par un trou de verre, je pense pas que les trous de verre existent, hein, je dis pas ça. Quand tu passes par un trou de verre, tu dépasses la vitesse de la lumière, il n'y a pas de souci, d'accord? Sauf que ce sont pas des trous de verre, ce sont bon, il faudrait que je développe cette histoire. Un trou de verre, c'est un trou dans l'espace collectif, d'accord? Ça demande une quantité d'énergie absolument gigantesque pour arriver à le former. Donc c'est proscrit, ça fonctionne pas comme ça. Par contre, le principe du trou de verre, vu du point de vue quantique, du point de vue de la gravité quantique, là c'est complètement différent. En gravité quantique, c'est-à-dire dans le vide, on n'est pas dans l'espace collectif, l'espace n'est pas construit. Et là, les trous de verre existent, c'est pas la même chose. Là, on est sur on parle, et en plus c'est lié à l'intrication, les trous de verre en gravité quantique sont liés à l'intrication, et donc sont bel et bien liés au fait de relier deux points de l'espace sans avoir de problème d'espace entre les deux. D'accord ? Donc la notion de portail, elle se justifie du point de vue d'une conscience individuelle. Donc si on veut traverser l'espace-temps, ou traverser l'espace en résolvant le problème, soit de l'énergie gigantesque pour fabriquer qu'il faut pour fabriquer un trou de verre, par exemple, ou le problème de la vitesse de la lumière, il faut d'abord sortir de l'espace-temps. Il faut d'abord sortir de l'espace-temps, ça veut dire se dédensifier. Donc, se dédensifier, c'est ça. Il faudrait que je précise ça. Hein. Se dédensifier. Une fois que tu es dédensifié, c'est comme si tu formais, tu es prêt à former une bulle quantique. Tu n'es plus dans la réalité collective, tu es dans une réalité individuelle ou avec juste quelques consciences qui sont concernées par la bulle quantique. Et là, tu peux te transporter d'un point de l'univers à un autre, et je pense que c'est comme ça qu'ils font. Par contre, il y aura toujours, étant donné que tu peux pas dédensifier jusqu'à l'infini, je pense pas que les ovnis
dédensifient le temps, enfin, leur temporalité jusqu'à l'infini, parce que c'est une notion de densité de temps. Hein. Et donc il y aura quand même, bon, de fait, une vitesse limite peut-être à respecter. Donc plus on est loin et plus on mettra plus de temps pour venir. Mais moi je pense qu'on peut sérieusement envisager la réalité de visiteurs en provenance d'autres planètes qui se trouvent à des dizaines d'années-lumière. Moi ça ne me pose pas de problème. D'accord. Voilà. Maintenant il y a aussi d'autres types d'origines qui viennent du fait qu'il faut se positionner sur le plan des âmes aussi pour comprendre toute la faune d'entités qui peuvent exister dans l'univers. Et donc, si on part de l'idée qu'il y a deux mondes, hein, le monde créé, le monde créateur, le monde où vit l'âme et le monde où vit la personne incorporée dans une réalité collective, donc là, on peut envisager aussi des visiteurs directement de ce monde-là. Et là, c'est là qu'on a tous les phénomènes qui sont vraiment plus directement liés à la conscience et où le phénomène ovni possède une très grande étrangeté et même une absurdité apparente. D'accord ? On n'est plus du tout dans les observations, les témoignages du Pentagone, où là, ce sont des militaires qui observent des objets qui sont en train de leur faire des démonstrations, où là, on voit bien qu'on a quelque chose d'intelligent, mais il n'y a pas une grande étrangeté, il y a juste le fait que... Il y a du cinéma. Voilà, il y a juste le fait que le phénomène défie les lois de la gravité, de la thermodynamique. Bon, ça, c'est bien connu, c'est sûr. C'est reconnu officiellement comme étant réel, ok. Bon, non, là je parle pour ce qui concerne l'origine de la dimension du soi, donc de l'âme. Je parle d'entités qui seraient capables qui seraient complètement protéiformes, qui seraient capables de prendre exactement la forme qu'elles veulent, c'est-à-dire elles sont capables de passer du concept à la forme. De la pensée directe. Elles vivent dans un monde de pensée. Tout ce qu'elles construisent déjà dans ce monde-là est issu de leur vibration. Elles peuvent modifier à loisir leur véhicule si elles utilisent un véhicule. Et à ce moment-là, c'est ça qui expliquerait toutes les manifestations les plus étranges. Voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui est lié à l'astral. Tout ce qui est lié à... Bon, mais là, il y a d'autres... Ouais, on va y venir après, parce que j'ai des questions liées à ça. Est-ce qu'on doit craindre de ces intelligences et de leurs intentions, Eric? Écoute, a priori, non. Je parle sur un plan global. Ouais. Et historique, dans la profondeur historique aussi. Hein. A priori, non. Il y a bien quelques cas où, on est un peu dans le doute. Il y a bien des cas où le phénomène s'est montré extrêmement intrusif. Exemple typique, c'est Colares, par exemple, pendant 1 an. Hein. Une île qui est quand même évacuée par l'armée à cause de ça. Donc, oui, il y a de temps en temps des choses. Et puis, on sait que, par certains cas, que c'est pas toujours sans danger de s'approcher un peu trop près de ces objets quand ils sont en démonstration. Donc, il faut faire attention, mais globalement, à moins de sombrer dans un délire paranoïaque total, il n'y a pas de gens réellement enlevés qui ne reviennent pas. Tu sais, parce qu'on fait toujours des associations, il disparaît tant de personnes par an. Oui, Et alors, certains se disent, ce serait ça, ils enlèveraient. Soit des extraterrestres, soit mais on n'a aucune preuve de ça. Non, le phénomène, globalement, ne paraît pas dangereux, même si des fois, il y a des comportements, effectivement, qui sont qui suscitent des questions. Voilà. D'accord. Justement, on va y venir au vide de ta propre pensée. Voilà. Avec le cas d'un ouvrage peu connu, qui est pourtant un sommet de la littérature ufologique, qui a été écrit par Jérôme Huck dans son gros livre « Le feu des magiciens ». Tu ne connais pas ce livre, je suppose. Je ne connais pas. C'est un mauvais point, ça. Ah bah oui. Ça en rajoute à ta cotation déjà. Ah oui. Ouais. On va vers un scénario à la grecque. Soit tu écris des livres, soit tu lis des livres. Soit tu en écris. Toi, tu en écris. Ah oui, tu pourrais réécrire le même livre sous une forme différente, ce serait plus facile.
Donc je crois que toi, Eric, tu connais Oui. Tu sais, Jérôme Huck, oui. le feu des magiciens. C'est ça, oui. Il existe 650 livres sur les ovnis, alors non, c'est sûr que c'est difficile dans une vie, avec tout ce qu'on doit lire autour de ça, qui est aussi important. Combien 650 à peu près. Ah, j'en ai publié 100. Oui, 650 en français. Hein. Ah, en français, d'accord. Français, je ne parle pas des ouvrages d'autres. À peu près. Un peu plus peut-être maintenant. Et là-dedans, il y a beaucoup de traductions de l'anglais hein, aussi, ou d'autres. Voilà. Donc oui, j'ai lu le livre de Jérôme Huck, qui n'est pas trouvable dans le commerce, hein, il faut le commander à part, il n'est pas donné d'ailleurs. Il fait 600 pages, il a été écrit à compte d'auteur, et édité je crois à compte d'auteur, hein, ce qui se voit parce qu'il y a des... Bon, il y a des petits problèmes dedans, avec des chapitres où tu as des paragraphes qui se renouvellent. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Le livre, je l'ai... Alors, bon, 600 pages, il faut les digérer, les absorber, mais... comment dire, le livre est construit en 3 parties, hein, justement, assez classiquement. Alors c'est peut-être un ingénieur en aéronautique, en tout cas c'est quelqu'un qui visiblement connaît très bien l'aviation et s'y intéresse beaucoup. Et c'est la première partie de son livre. Alors le but, c'est de montrer comment les programmes d'avions un peu extraordinaires à partir des années 50 aux États-Unis se sont développés. Alors il a étudié tout de l'U-2 à l'X-13, ensuite au fameux Blackbird, etc. Où il te raconte en long, en large et en travers la conception, qui sont des prodiges de technologie, avec une conclusion finale. Il nie absolument toute influence extérieure, parce qu'on a retrouvé dans le moindre détail les plans, les calculs, les idées des techniciens qui ont travaillé là-dessus, des ingénieurs et tout, pour chaque avion. Qui ont révolutionné en leur temps, hein, bien sûr, mais il n'y a aucune rétro-ingénierie ou quoi que ce soit de ça là-dedans, pour lui. Hein. C'est sa conclusion. Hein. Après, on peut être d'un avis contraire, mais si on le suit, et c'est quand même très précis, hein, ce qu'il a fait, il y a vraiment rien à dire, et c'est passionnant. Moi, j'aime l'aviation, j'aime l'aéronautique depuis toujours, l'histoire, et aussi, et donc j'ai beaucoup apprécié ce premier passage, cette première partie, qui doit faire donc à peu près 200 pages, hein, déjà. Pas... Alors, la deuxième partie est très surprenante. C'est une approche de l'alchimie, mais alors il résume très rapidement ce que c'est que l'alchimie traditionnellement, mais c'est pas ça. C'est une approche de l'alchimie à travers un feuilleton très connu dans les années 60 en noir et blanc, Le Prisonnier, avec Patrick McGowan. Avec les grosses boules bleues. Oui, voilà. Gros ballon. Voilà. Ouais. Alors pour lui, tout le feuilleton, épisode après épisode, est une démonstration, dans la modernité du coup évidemment, hein, de la tradition alchimique. Le message sous-jacent, on ne s'en aperçoit pas du tout, jusqu'au moment où lui te décrit ce qui se passe, il te décrit les scènes, et pour lui, c'est un enseignement alchimique. Voilà, du début à la fin. C'est sa manière, ça c'est encore 200 pages, sa manière d'introduire ça. Et alors, dans les 200 dernières pages, c'est là qu'il aborde un peu le fond du problème, puisqu'il est quand même question d'ovni dans cette histoire. Il dit sa référence à Jacques Bergier, la science aurait jamais dû abandonner ce problème, il dit, parce que c'est elle. Et alors là, il part dans une démonstration qui a quand même des défauts pour une raison simple, c'est que ça repose sur 4 cas. Une démonstration d'une ampleur pareille sur 4 cas, 3 cas et demi, alors il y en aurait 40 de cas, oui, 3 cas, 4 cas, c'est un peu léger. Alors c'est le défaut principal, mais c'est très intéressant. Il dit voilà, tu sais qu'on a retrouvé parfois des échantillons dans 3-4 cas. Bon, il a réussi à avoir les dossiers. Et il s'est aperçu que dans les analyses, tu avais toujours un élément principal, l'aluminium, le manganèse, enfin ce que tu veux, et puis que autour tu avais d'autres éléments en petit nombre, et que il relie ça à l'échelle de Mendeleïev, effectivement, qui ressemble en gros à un U écrasé, hein. C'est les nombres atomiques et tous les éléments de l'univers. Et il dit, l'échelle de Mendeleïev nous dit qu'il est possible de faire une transmutation pour un élément central à ce qu'il y a autour de lui, mais pas à ce qui est un peu plus loin, et encore moins à l'autre bout du... Ça, c'est pas possible. Et il dit, comme par hasard, dans les 3-4 cas, 3-4 dossiers, on a un élément central, par exemple l'aluminium,
Et en élément secondaire, tu trouves ce qu'il y a autour. Donc pour lui, il en déduit que les ovnis, sur un plan technologique, là on parle, bon, évidemment, il y a un problème ontologique en arrière-plan, je suis bien d'accord, mais là on parle vraiment de technologie dans son esprit. Ontologie, c'est... L'ontologie, c'est la structure de l'univers qui permet ça. Voilà, on va le dire comme ça. Et il dit, bon, voilà, cette intelligence, elle a la capacité de passer en mutation dans la matière, donc, on dirait dans l'acier pour donner une idée, si tu veux, tu vois, mais ça peut être autre chose, de passer d'un état à l'autre, très rapidement, et donc pour lui de prendre plusieurs formes. Et ceci explique presque tout pour lui. D'accord. Voilà. En gros, je viens en quelques phrases de te résumer les 600 pages, c'est pas facile. Mais alors j'ai trouvé ça intéressant. On va faire 3 volumes. Ouais. Et développer un petit peu plus après des livres de 300 Alors le problème, c'est que la troisième partie, elle devrait être un peu mieux argumentée. Il devrait essayer de voir un peu plus aux États-Unis s'il pouvait trouver des dossiers un petit peu plus poussés, de façon à étayer un peu plus cette idée. Mais qui est intéressant. Moi, ça m'a vraiment intéressé. Alors, question sous-jacente de Sophie, justement, à propos de l'alchimie, mais ça touche à l'alchimie. Pour avoir beaucoup écouté et lu Éric Zurcher, peut-on penser que cette intelligence qui se montre à nous de temps en temps, et dont la perception des témoins présents est parfois complètement différente, n'a pas forcément de forme propre, mais s'adapte continuellement à notre perception? Alors, il y a un peu de ça, mais seulement ça renvoie aux deux hypothèses principales de l'ufologie. C'est-à-dire que, ou c'est nous qui produisons ça, ou c'est endogène, c'est nous qui produisons ça dans un lien qu'on n'arrive pas à préciser avec l'univers, on revient à l'ontologie, etc. Bon, ça c'est 10% de l'ufologie, et ça s'expliquerait parfaitement dans ce cas-là. Ou alors c'est bien exogène, mais alors la question se pose, pourquoi une intelligence exogène se produirait par rapport à nous en nous montrant des choses que l'on peut comprendre? Parce que quand on fait du mimétisme, même s'il est plus ou moins bien fait, c'est quand même quelque chose qui fait partie de nous, donc on peut comprendre, enfin qu'on peut percevoir en tout cas. Voilà. Et moi je relis, alors à titre personnel après, je relis toujours ça au propos d'Enrico Fermi en 1950, puisque Fermi avait dit, selon mes calculs, il, entre guillemets, devrait déjà être là. Alors toute l'ufologie connaît cette phrase, partout. Ce qu'on connaît moins, c'est la seconde partie de la phrase. Il rajoute, mais s'ils étaient là, on ne pourrait certainement pas les voir. Et ah bon, et pourquoi? Et on pourrait contre-argumenter. On voit en fait beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses, oui. Donc, mais qu'est-ce qu'on voit? Peut-être des choses qu'on peut voir, effectivement. Oui. Donc c'est le seul biais qui permet d'expliquer, un des rares biais qui permet d'expliquer de façon simple, enfin simple entre guillemets et cohérente, cette dimension spéculaire du phénomène par rapport à nous, avec un postulat exogène derrière. Voilà. C'est là-dessus que je travaille. D'accord. Voilà. Mais je n'ai rien contre l'hypothèse endogène, non plus. D'ailleurs, je suis très ami avec Laurent Kaprovitz et tout, et Jean-Jacques Guérin, ce sont de vieux amis, et il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, la doxa est le pire ennemi de la recherche en ufologie. Il n'y a pas pire ennemi. Donc, on ne détient pas la vérité? Non, moi je prétends pas détenir la vérité, et je n'ai pas une doxa, c'est-à-dire ça ne repose pas sur une doxa. Derrière, ça ne repose pas sur une doxa. On peut formuler une théorie. Quoi? Vous n'êtes pas normaux, les gars. Oh non, je sais, mais on est un peu à part, nous. Ah ouais. Et oui. Tu peux formuler des théories, bien que j'ai horreur de ça, parce que toute ma vie, j'ai vu les théories et les hypothèses monter et descendre. Ah oui. Donc je fais attention. On peut formuler une théorie, parce que c'est une aide, un postulat est une aide, mais si par malheur, tu la transformes en doxa, c'est quasiment fini pour toi. Bah oui. Voilà quelle est ma façon de voir les choses. Je sais, on est la même, c'est pour ça qu'on s'entend. La doxa, ça vient de l'idée qu'il faut faire allégeance à un modèle qui a compris. Toi, tu n'es pas forcément en mesure de comprendre, c'est-à-dire que voilà, comme on ne comprend pas la physique, on va faire confiance à des spécialistes qui feront autorité. S'ils disent ça, il faut s'y conformer. C'est ça qui aboutit à la doxa. Mais moi, j'ai pas du tout ce point de vue-là. Moi, mon point de vue, c'est d'essayer de partager une vision intuitive, et que donc les personnes à qui j'explique mon modèle, ce sont des personnes dont j'estime qu'elles ont la capacité, même si elles n'ont pas nécessairement fait d'études physiques, elles ont la capacité de se représenter elles-mêmes, par elles-mêmes, donc de penser par elles-mêmes
ma propre pensée, parce que je vais la communiquer à l'aide de métaphores, qui est le support de la communication intuitive. Et donc ça, je n'ai pas besoin de chercher à imposer un modèle, je n'ai pas besoin de chercher à dire que c'est moi qui ai raison parce que j'ai telle référence, etc., puisque la force espérée de ce que j'ai à dire doit être validée par chacun, sans que chacun ait besoin d'une autorité pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On doit, je laisse la liberté aux personnes qui me lisent ou qui m'écoutent de retrouver par eux-mêmes la cohérence de ce que je dis, parce que c'est comme c'est intuitif, je donne l'accès, c'est-à-dire je suis contre l'idée qu'il faudrait faire confiance à des autorités pour savoir quelle est la nature de la réalité. Je suis totalement contre cette idée-là. Je suis pour l'idée que tout le monde, bon, à moins d'être franchement très stupide, enfin disons que la majorité des gens sont assez intelligents pour appréhender une vision du réel, même si elle est tellement complexe que même si elle nous amène à comprendre des choses comme les ovnis. C'est pas pour l'enseignement horizontal qui vient d'en haut, c'est pour l'horizon. C'est plus pour vertical, je veux dire. Je suis pour le partage. Pour le partage, l'horizontalité d'intuition, le partage de sentiments, le partage de voilà. Et ça, ça n'est pas dans le domaine de la preuve. Ouais. Alors tout à l'heure tu parlais de l'âme. Donc là j'ai des questions qui viennent de personnes qui se préoccupent de survie après la mort, de contact avec l'au-delà, qui suivent les travaux de Christian Cambois, les travaux de transcommunicateurs comme Hans Otto-König, et l'impression qui ressort et de leurs questions et des faits, parce que j'en suis témoin aussi, c'est qu'on a l'impression que de l'autre côté, il y a un effort pour essayer de nous contacter. De ce côté-ci, on fait des efforts pour essayer de contacter l'autre côté, puis on n'arrive pas à faire la jonction, d'une part. D'autre part, on se trouve face à des difficultés d'ordre quasi technique. Par exemple, les transcommunicateurs comme Hans Otto-König, qui m'a posé la question, obtenaient dans les années de 1990 des images sur son écran de téléviseur, qui lui arrivait de manière paranormale parce que l'appareil était complètement isolé de toute source de réception, et il recevait des images, mais ces images étaient des images existant sur ce plan-là. Dans le même temps, les luxembourgeois du CETL obtenaient le même type d'image. Par la suite, on les retrouve, les gens les retrouvent et disent bah, vous voyez, c'est la preuve qu'ils ont triché, alors qu'eux savent qu'ils n'ont pas triché, puisqu'ils n'ont pas fait de montage. Ils se trouvent toujours pris en porte-à-faux face à quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Comment toutes ces interférences peuvent-elles Alors il y a déjà un premier point, c'est la difficulté de communication. Ouais. Alors ça, pour moi, ça s'explique essentiellement par le fait que de l'autre côté, on n'a pas de cerveau. Non. Nous, on est, de par la contrainte collective, on a formé un cerveau qui nous permet d'aboutir à un consensus sur ce qu'est la réalité. Ça a créé le cerveau analytique, ça a créé le verbe, le langage, ça a créé même les formules mathématiques, ça a créé les équations, ça a créé tout ça. D'accord ? Il n'y a pas ça de l'autre côté. Et donc ils n'ont pas la science infuse sur... Enfin, ils ont peut-être une science infuse, c'est-à-dire un accès direct à l'information, mais pour ce qui est de nous communiquer, ils n'ont pas le mental qu'il faut, qui est adéquat pour savoir quelles informations nous communiquer pour que nous on comprenne. Donc ils sont dépouillés d'une partie de ce que nous avons en fait. C'est-à-dire eux, ils sont en contact direct avec la vérité, avec ils sont en contact direct avec la source, ils ont directement la compréhension. Ouais. Ils aimeraient bien, alors, et donc ils ne peuvent nous communiquer cette compréhension que de manière vibratoire. Ça doit passer par l'intuition, et c'est au travail de l'homme qui est sur la terre, de l'homme incarné, de convertir cette intuition en équation, en verbe, etc.
Donc il y a des tentatives pour nous communiquer des informations qui passent malgré tout par le verbe, par un contenu mental, mais ces tentatives sont souvent... c'est là que ça commence à se compliquer, parce qu'il y a une impossibilité par nature de faire de la canalisation sous cette forme. D'accord. Donc je pense que c'est ça qui explique essentiellement les problèmes liés à la canalisation, et qu'une bonne canalisation devrait passer par l'émotionnel plutôt, par l'intuitif. Et doit impliquer un travail du récepteur pour qu'il décode lui-même l'information qu'il ressent. Okay. Parce que lui, il est dans le monde qu'il peut comprendre. L'autre, l'émetteur, n'est pas dans le monde qu'il peut comprendre à notre façon, parce qu'ils sont en immersion directe avec l'information. Et quand l'information nous vient par des moyens technologiques et qu'elle apparaît comme un reflet de notre propre univers, comment on peut expliquer ça? Sous forme d'image. Sous forme d'image. Moi, j'ai vu des images dans les années 90 où ils étaient dans l'au-delà, face à des ordinateurs qui étaient des grosses machines comme on avait à l'époque. Ils n'avaient pas d'écran plat, il n'y avait aucune vision futuriste. Tu avais d'autres images qui représentaient, qui étaient censées représenter... Tu parles de la Transcom, là. En Transcom, ouais. Des images qui étaient censées représenter un système de communication, alors qu'on s'est aperçu par la suite que ce système de communication, c'était une vision d'un microcristal grossi au microscope, où tu vois sur d'autres images un prêtre qui ressemble exactement à la même chose que le prêtre pris en photo de son vivant, avec un petit détail supplémentaire, un détail vestimentaire. Ça, sur le plan des images, et la même chose sur le plan des textes. Ouais. Des textes reçus, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'écho là. Tu vois. Moi je dis, c'est une information d'ici qui va taper quelque part et qui nous revient. C'est ça, on envoie nous-mêmes l'information, peut-être que c'est reçu d'une certaine manière, et pour qu'on la... Il y a peut-être cette capacité de la remodeler de l'autre côté pour nous la renvoyer, et donc finalement on récupère une sorte d'écho de notre propre... Ouais. C'est une sorte de projection. Une projection. Il n'y a pas de contact. Moi je pense que c'est ça. C'est pas un au-delà. Pas un au-delà tel qu'on peut le concevoir. Des morts qui te parlent et qui C'est peut-être pas une vraie communication avec une vraie entité qui serait dans l'au-delà. Peut-être pas. Je n'élimine pas la possibilité que ça le soit. Hein. Je ne sais pas là. Je ne sais pas. Faut envisager les deux. Quand tu écoutes des témoignages, que ce soit de médiums, des fois quand même tu as des véritables sensations d'authenticité. Hein. Je ne veux pas donner d'exemple. Mais d'autres fois, tu as l'impression que c'est quand même fumeux et que ce sont des projections. Et je pense que dans la manière dont ça arrive, dont c'est exploité finalement dans le grand public, surtout quand ça tourne en business, bah là il y a un très 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 fort risque de projection. Oui. Mais dans les cas que je te présente, c'est pas du business. Non, mais alors, la recherche pure. Mais je suis ok avec l'idée. Gratuite. Je suis ok avec l'idée qu'une communication est possible avec une vraie entité de l'au-delà. Ok, je suis ok avec cette idée, mais que compte tenu de la difficulté intrinsèque de communication qui tient au fait que nous on a un cerveau de côté, ce que j'expliquais tout à l'heure. De l'autre côté, il y a le désir probablement de répondre, mais en même temps l'incapacité de répondre de la manière dont on souhaiterait. Alors il y a peut-être de l'autre côté le désir de faire l'effort de répondre de la manière dont on souhaiterait, mais là ils se heurtent à leur incapacité. Bah oui. Donc c'est à nous de faire l'effort. Oui. De nous adapter à... Donc il faut que ça passe par des vibrations élevées, on va dire. Il faut que ça passe par une intuition validée par les signatures de la joie. Tu ressens vraiment que tu viens de recevoir une information fondamentale et ça te rend heureux, quoi. Mais c'est toi qui dois faire le travail de décodage. C'est pas eux de nous mâcher le boulot.
Tu vois? Ah oui, très oui, ça, il y a longtemps que j'avais compris ça, mais c'est bon de le répéter. Mais parce que je pense que c'est essentiel, ça. Oui. Je pense que c'est un point essentiel. À ne pas négliger en tous les cas. À ne pas négliger, je pense que c'est essentiel, parce qu'on a une vision un peu trop naïve de. On voudrait que les choses se passent comme si c'était un autre monde. Bon, mais non. Comment déjà recevoir des images d'un monde qui n'est pas matériel? Ah ben des images, pourquoi pas? Parce que tout est image. Hein, pourquoi pas? Des images, pourquoi pas? Mais ça nous renvoie des images d'ici. Voilà. L'au-delà nous renvoie des images d'ici-bas. Oui, je pense. Oui. Là aussi, il y a une dimension spéculaire. Il y a une dimension spéculaire. Ouais. Développe un petit peu, Eric, pour conclure. La dimension spéculaire, ça vient de l'italien spec, qui signifie miroir. Donc, oui, en ufologie, on sait ce que c'est. La principale déclinaison, c'est le mimétisme, qui est à trois étages. Bon, tout ça, pour ceux qui se sont donné la peine de travailler un peu dessus, bon, ils connaissent relativement bien. Il y en a très peu, hein, parce que ça dérange, évidemment. Il faut savoir que le mimétisme aussi, au niveau le plus basique, c'est pas une histoire de chasse ou de camouflage, ça l'est dans la nature. Ouais. Mais en vérité, c'est un système de communication, et assez efficace d'ailleurs, qui intervient à tous les niveaux. Donc ça, c'est quand même une donnée dont il faut tenir compte. Voilà. Mais c'est vrai que ça joue en miroir dans le miroir. Hein. Et évidemment, c'est plus compliqué pour nous. Mais bon, à côté de ça, sur la communication, moi, je me suis beaucoup intéressé à Ramana Maharshi. D'abord, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et puis, surtout, j'ai eu un élève qui l'avait rencontré pendant la guerre, à la même époque où Elia Maher y était, d'ailleurs. Il a réussi à l'approcher plus ou moins. C'était déjà difficile de l'approcher. Hein. Et Maharshi s'en est aperçu et il l'a fixé du regard. Leurs regards se sont croisés. 60 ans après, il s'en était pas encore remis, hein, l'élève en question. Il a dit, il m'a transmis, je sais pas comment, par le regard. Ouais, les hindous connaissent très bien, ils appellent ça le darsham. Oui, une sorte d'imprégnation. Ouais. Il m'a transmis sa liaison avec le soi. Ouais. Il me l'a transmis en une fraction de seconde par le regard. Et ça a été fini. Mais 60 ans après, je l'avais encore. Mais c'est Ramana Maharshi, le géant du XXe siècle. Mais il y a eu ça aussi avec de supposés extraterrestres, ce transfert d'infos. Ah, c'est difficile. Par exemple, Maurice Mas a toujours dit qu'il a été paralysé. Pendant qu'il était paralysé, il recevait tout un message. Sous quelle forme? Il n'a pas dit. Est-ce que c'était, par exemple, il comprenait par image? Est-ce qu'il y avait une traduction dans sa tête? Est-ce que c'était une joie infinie? Puisqu'il a dit c'était absolument merveilleux. Ouais. Voilà, on le sait par la bande, par sa fille, mais il n'en a jamais parlé de ça. Voilà. Alors peut-être qu'il y a eu des choses comme ça, effectivement, un peu plus que ce qu'on croit, finalement, ou que ce qu'on sait. Mais en général, c'est souvent des choses pas toujours très rigolotes. Hein. Ça se joue à plusieurs niveaux, hein, cette histoire. D'accord. Ça rejoint la question des entités. Est-ce qu'il y a plusieurs entités? Est-ce que voilà, c'est des questions difficiles. Hein, mais c'est intéressant. Bon. Ben, on va s'arrêter là sur ces spéculations qui n'en finissent pas. Oui. Et puis vous allez retourner faire votre bouquin parce que j'attends après les épreuves. Allez au boulot les gars.